c'est la notion de l'autonomie telle qu'elle est développée donc, par Kant, quand il écrit un texte qui est assez admirable en 1784, et ce texte, il l'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?» Alors pour nous, ce texte, il est infiniment précieux, parce qu'en fait, en réfléchissant sur « Qu'est-ce que les Lumières », il est en train de faire quoi? Eh bien, il est en train de dire, peut-être qu'il est temps d'aller au-delà de l'Ancien Régime. Quand il se pose en 1784, donc 4 ans avant la Révolution française et 4 ans avant cette grande rupture qui va nous faire donc sortir du monde de l'Ancien Régime. Quand il se pose la question de qu'est-ce que c'est que les Lumières, il veut signifier par là quoi? Quand il dit qu'est-ce que c'est au fond qu'un nouveau régime, mais pas seulement un régime politique, mais un nouveau régime existentiel dans lequel, en définitive, eh ben, alors j'ose pas dire les individus, je veux dire les personnes peuvent exercer peut-être un gouvernement sur leur existence. Vous voyez ça? Alors lui, il le dit avec d'autres mots qui sont infiniment précieux pour nous. Il dit au fond, là, il est en train de se passer quelque chose avec l'apparition des Lumières en Europe. Et quand il dit Europe, il pense aussi à l'Angleterre, hein, parce qu'il est... Hein, il est naïf, hein. Les Allemands, c'est un peu pesant, si vous voulez, c'est pas... Et alors, il dit, ben, qu'est-ce que c'est que rentrer dans les Lumières? Eh bien, c'est quoi? C'est au fond le passage, dit-il, et les mots sont très précieux pour nous, rentrer dans le règne de l'autonomie et quitter le règne de l'hétéronomie. Et tout le monde de l'Ancien Régime, nous dit-il, c'est le monde de l'hétéronomie. Hétéronomie en grec, hein, vous savez ce que ça veut dire, hétéro, hein, l'autre, hein, nomos, la loi. Quand vous vivez sous le régime de l'hétéronomie, vous vivez sous une loi qui vous est autre. Vous vivez sous la loi de l'autre. Et c'est bien cela l'Ancien Régime, puisque en définitive, nous sommes dans un système politique dans lequel, en définitive, les sujets du roi ne sont pas des sujets de droit. On ne leur demande pas leur avis, et ils vivent sous la loi qui est édictée par le roi. Ils vivent sous le régime de la coutume. Et puis, continuera Kant aussi, ils vivent aussi peut-être dans une confusion entre un régime politique et un régime religieux, parce que Kant, pénétré qu'il est de luthérianisme, constate aussi que dans les sociétés hétéronomiques, ben, le poids de la religion est tel qu'en définitive, on n'a même pas la possibilité de recourir à l'examen de la conscience. Il suffit de suivre avec observance les lois qui sont ainsi données par, au fond, les docteurs de la loi. Vous voyez un petit peu le dispositif? Ça, c'est le régime de l'hétéronomie. Et quand on dit, mais c'est formidable, je traduis hein, du texte en allemand, hein, das ist wunderbar, c'est un accent du Nord. Hein. Il dit, c'est formidable parce que nous rentrons dans l'autonomie, et l'autonomie, c'est le moment où l'homme est à même de se donner à lui-même sa propre loi. Mais autonomos, je me donne à moi-même ma propre loi. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'il dit ça, qu'est-ce qu'il est en train de pressentir? Ce petit texte qu'il produit dans le Berliner Zeitung de 1784, c'est un journal en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il dit dans le Berliner Zeitung? Il est en train de pressentir des choses remarquables. Il pressent quoi? Il pressent la démocratie. Mais il ne pressent pas que la démocratie, il pressent aussi peut-être quelque chose qui a à voir avec la laïcité. Mais de manière plus intéressante pour nous par rapport à ce que nous réunit aujourd'hui, il dit aussi, ça pose un problème qui est très intéressant, et c'est le suivant. C'est qu'en fait, l'autonomie, ça n'est rien d'autre que ce mouvement par quoi je suis capable de vivre sous une loi que j'ai constituée. Et là, je rentre, dit-il, dans le régime de la majorité. Et quand de dire, il y a dans l'humanité des hommes qui sont mineurs et des hommes qui sont majeurs. Mais la minorité et la majorité, ça n'a rien à voir avec un statut objectif. Parce qu'en définitive, Kant nous dit ici, l'autonomie, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'objectivité par rapport à un âge. L'objectivité, ce n'est pas seulement quelque chose qui peut être identifié par rapport à une indépendance économique. Mais l'autonomie, elle est identifiée sitôt que je quitte l'état de minorité et à partir du moment où je rentre dans l'état de majorité intellectuelle et morale. Et c'est le moment où, et là encore l'expression de Kant est très intéressante, c'est le moment où, dit-il en latin, j'ose penser. Et c'est l'injonction, dit-il, c'est l'injonction, j'ai entendu à plusieurs reprises dans la journée, c'est l'injonction des Lumières. Les Lumières nous disent, ose penser par toi-même. Bordel, là aussi je l'ai entendu à plusieurs reprises aujourd'hui.
Toujours, moi, je fais le lien à la conclusion. Hein? Donc, bordel, oui. Hein? Ose penser par toi-même, bordel. Hein? Et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça me coûte, c'est infiniment périlleux, et je ne peux pas me reposer sur des structures extérieures, périphériques et objectives. Il n'y a pas une institution qui peut faire à ma place ce mouvement qui me fait rentrer dans l'ère de la majorité intellectuelle et qui me fait participer de l'autonomie. Parce que si d'autres à ma place font, je suis maintenu dans la minorité. Et c'est tout le drame de l'accompagnement social. C'est qu'en fait, vous êtes efficace quand vous servez à rien. Je vous le dis fraternellement. Dans 2 jours, je me barre, de toute façon. Et vous restez taffés. Hein? Mais c'est bien ça le paradoxe du métier du travailleur social qui, préoccupé qu'il est par l'autonomie, doit travailler activement à surtout ne pas infléchir, orienter, pousser l'autre à conquérir sa liberté. Car si l'autre a encore besoin de moi pour ne plus avoir besoin de quiconque pour être l'auteur de sa liberté, j'ai envie de dire pour une 2e fois, bordel, qu'est-ce que je fous là, quoi, hein? D'où, et je pense que ça, à certains niveaux, dans certains bureaux, c'est pratiqué par des gens qui sont suffisamment avancés dans le métier, hein, mais tout l'art du travail social, c'est surtout savoir avec expertise ne pas faire. Alors certains qui comprennent mal disent ne rien foutre. Travaille dans la nuance, hein. Et je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec les chefs de service ici. Mais quelque part, oser le retrait, hein, pour laisser advenir le génie propre du patient par quoi il conquérera son autonomie, c'est ça toute la saveur, toute la science intuitive du bon travailleur social qui donc, pour permettre d'accéder, pour permettre, comment dire, d'aider, d'accompagner l'autre dans ce mouvement, doit savoir à un moment suffisamment se retirer pour que l'autre puisse oser. C'est le risque. Et à plusieurs reprises, une fois encore, on l'a entendu, n'est-ce pas, hein? Donc, et j'ai encore bordel. Et le risque, bordel. Donc là, le texte de Kant est très intéressant parce qu'il me semble qu'il pose vraiment ce qu'il en est ici de l'autonomie. Donc vous comprenez que l'autonomie, c'est, on peut le dire d'abord, un grand mouvement des sociétés. Et Kant se place à la charnière des siècles pour témoigner de cela. Un auteur comme Marcel Gauchet, alors, bon, il est vivant, mais bon, il est français, mais on peut malgré tout un peu penser comme philosophe, hein. Il considère que ce lent, puissant mouvement qui nous conduit de l'hétéronomie à l'autonomie est peut-être même un mouvement qui traverse les sociétés, et pas que les sociétés européennes, qui est en train doucement de s'étendre à plus que les sociétés européennes, d'où les secousses traumatiques qui se placent au niveau planétaire, hein. Mais il dit ce grand mouvement est d'abord un mouvement historique. Au-delà de ça, ce que nous dit Kant, c'est aussi un mouvement, j'ai envie de dire, institutionnel. Hein, c'est des structures qui permettent la constitution des indépendances économiques, financières ou que sais-je encore. Mais plus profondément, c'est une mutation intérieure de l'être humain. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. C'est une mutation intérieure par quoi l'homme, enfin, pour la première fois dans son humanité, ose penser par lui-même, et c'est dur. Et c'est dur. Et alors, il a une très très belle image, Kant, pour démarrer justement son petit texte « Qu'est-ce que les Lumières » en 1784 dans son Berliner Zeitung. Il dit, au fond, ce à quoi nous assistons là avec « Qu'est-ce que les Lumières » avec le « ose penser », avec le passage de la minorité à la majorité, et avec, au fond, cette espèce de bouleversement existentiel monumental qui s'appelle l'entrée dans le règne de l'autonomie. Kant nous dit, c'est un petit peu comme un enfant, dit-il, qui est dans un Yupala. Tu connais le Yupala ? C'est comme une sorte de grand slip, dans un cadre métallique, avec des roulettes. Et tu mets l'enfant dans le slip, donc dans le cadre, donc sur les roulettes. Il ne sait pas marcher, mais ainsi, tenu qu'il est par le cadre et par l'élasticité du slip, il arrive malgré tout à se déplacer. Hein. Sitôt que la cheville ou que le genou dérape, il n'empêche. Hein. Il est tenu solidement par le slip. D'accord, lui-même tenu par le cadre. Alors c'est quand même remarquable qu'un philosophe nous parle de slip, donc je voulais quand même aussi témoigner de cela. Aujourd'hui à Genève, et Kant nous dit, osez. Osez le moment où vous allez sortir de l'enfant du Yupala. Alors vous allez dire, oui mais si j'ose sortir l'enfant du Yupala, peut-être qu'il va tomber et se faire mal. Oui mais c'est un risque à prendre parce que tant qu'il reste dans le slip, il ne sait pas marcher.
Voilà. Hein, ben ça, c'est vraiment la métaphore que vous devez garder en tête, hein, par rapport au travail social. Sortez-les du slip. On voit que c'est la fin de journée quand même, parce que pour applaudir à ça quand même. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on est bien au salon de l'auto, parce que le Yopala est monté sur roulette. D'accord? Et donc, toute l'autonomie, c'est se passer de la roulette. Se passer de la roulette. Osez le slip. Le slip sans roulette. Ça va? Voilà. Bon, ben, j'en ai fini avec la première partie. Hein, je vais faire cette première partie, elle est là. Tu vois? Ok. Toutefois, maintenant, dans un deuxième mouvement, je voudrais engager, si vous voulez, un regard plus critique avec l'autonomie. Pourquoi? Parce que, de manière concomitante, en même temps que Kant essaie de découvrir un peu ce qui se joue autour de la notion d'autonomie, qu'est-ce qui se met en place dans l'Europe? Et vous le savez comme moi, bien sûr, hein, ben c'est un nouveau régime à la fois économique et politique, et quel est le régime du capitalisme. Et avec le capitalisme, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une mutation considérable. Alors, si dans cette première partie, j'ai parlé de Kant, salon de l'auto, roulette, ok, j'ai compris. Hein. Dans une deuxième partie, je vais mobiliser aussi un autre penseur du capitalisme qui est très intéressant, français, hélas, vivant, encore hélas. Hein. Notre homme s'appelle Boltanski.